Donc je vais vous raconter une petite histoire qui sont des choses sur lesquelles je travaille depuis maintenant 20 ans peut-être. Et donc je vais vous raconter un petit peu le déroulé et qu'est-ce qui me motive. Alors moi je travaille à l'INRI à Paris et je travaille dans un... Et je travaille dans une équipe. Alors, l'INRIA, on travaille dans des équipes qui ont des sujets de recherche communs. Donc, on est un groupe de chercheurs. Et dans cette équipe-là, on s'intéresse à la modélisation des écoulements physiologiques, que ce soit l'écoulement du sang ou l'écoulement de l'air dans les voies aériennes. Donc tout ce qui est pulmonaire et cardiovasculaire. Et on fait des mathématiques dessus pour faire de la simulation numérique dans le but soit d'aider à la compréhension en travaillant avec des médecins, soit d'aider des industriels et de collaborer avec des industriels. Et donc l'équipe dans laquelle je suis est bilocalisée entre l'INRI à Paris et le laboratoire Jacques-Louis Lyons à Sorbonne Université. Et donc je vais aujourd'hui essayer de vous présenter des travaux autour de l'appareil respiratoire et plus particulièrement de la ventilation. Alors, et je vais essayer de vous montrer en quoi les mathématiques et les simulations numériques peuvent contribuer à une meilleure compréhension de ces phénomènes physiologiques-là, peuvent éventuellement contribuer à aider les médecins ou les industriels. Et pourquoi il y a aussi des problématiques mathématiques propres au modèle qu'on va développer. D'accord ? Donc, l'appareil respiratoire, alors je ne suis pas physiologiste, mais grosso modo, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet les échanges gazeux entre l'air et le sang, d'accord ? Donc, il permet d'amener l'oxygène de l'air jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Et au niveau des alvéoles pulmonaires, il va y avoir des échanges gazeux entre l'air et le sang. Et inversement, il permet d'expirer le dioxyde de carbone. Donc, il y a essentiellement deux fonctions. La fonction de transport, d'accord, de transport de l'air jusqu'aux unités où il y a de la diffusion. Et donc, l'autre phénomène physique, ça va être la diffusion. D'accord ? Il y a donc deux choses, le transport et la diffusion. Et là, dans cet exposé, moi, je vais m'intéresser uniquement au transport de l'air. Comment on ventile, comment on respire, sans m'intéresser du tout au phénomène de diffusion, d'accord ? de diffusion des gaz à travers la paroi alvéolo-capillaire. Donc, ce transport-là, il se fait comment ? Il se fait dans une géométrie qui est très complexe. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est un moulage de poumons humains, et plus particulièrement de l'arbre bronchique humain. Donc, au départ, il y a la trachée, et puis elle se sépare en différentes branches. Donc là, en blanc, sont les bronches. Et il y a à peu près, dans le poumon humain, il y a à peu près 23 générations. Donc, c'est à peu près un arbre dyadique avec 23 générations. Donc, vous voyez que vous avez des échelles très, très différentes. Ça va du centimètre pour la trachée jusqu'à quelques millimètres pour les branches terminales. Alors, là, en plus, en bleu et en rouge, et je ne vais pas du tout m'occuper de ça, il y a les artères et les veines. Donc, cet arbre bronchique, il est doublé d'un arbre artériel et veineux, mais je ne vais pas du tout regarder ça, parce que je ne m'intéresse pas du tout à la diffusion des gaz et aux échanges sanguins avec le sang. Et donc, c'est dans cet arbre bronchique que l'air va circuler. Et cet arbre, il est entouré d'un matériau qui est le parenchyme pulmonaire. Quand vous allez chez le boucher, vous avez, pour vos chats, vous avez le mou, ce sont des poumons. Donc ça ce sont les tissus pulmonaires, d'accord, qui sont élastiques. Et donc l'arbre bronchique, il est entouré de ces tissus pulmonaires élastiques.
Et en fait, c'est en déformant ces tissus pulmonaires élastiques qu'on va créer une différence de pression entre la bouche et les alvéoles pulmonaires. Et cette différence de pression va créer le flux d'air. D'accord ? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à m'interrompre. Voilà. Donc ça, ici, c'est une alvéole pulmonaire. Donc ce sont les unités centrales où ont lieu la diffusion des gaz. Et il faut s'imaginer qu'elles apparaissent à partir à peu près de la 17e génération. D'accord ? Donc les bronches, autour des bronches, à partir de la 17e génération de l'arbre, on a des sacs alvéolaires comme ça. Et ces sacs alvéolaires, c'est des tissus élastiques. Alors si on coupe le poumon, alors ça, c'est des coupes de poumons de rats, parce qu'on a travaillé avec des gens qui faisaient des expériences sur les petits animaux. Donc ça, c'est une coupe de poumons de rats. Donc vous voyez plein de petites alvéoles, et puis les tissus élastiques, là, c'est ce qu'il y a en noir. Et ça, c'était des rats malades, parce qu'il y avait destruction des tissus élastiques. D'accord ? Donc ça, c'est des rats qui souffrent d'emphysème, et ça, c'est des rats sains. Et là, c'est une coupe de poumons humains où on voit les bronches et puis on voit toutes les petites alvéoles et le tissu élastique autour. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est des échelles assez différentes. On va de la trachée à quelques centimètres à des choses qui sont toutes petites. Et donc, la question, c'est comment arriver à décrire la ventilation de manière simple mais représentative, de façon à avoir un modèle mathématique qui est pertinent du point de vue de la physiologie. Et on voudrait pouvoir décrire ça dans des cas sains, mais aussi dans des cas pathologiques. Alors les cas pathologiques, si je m'intéresse juste à la ventilation, pas du tout à la diffusion des gaz, ça peut être l'asthme. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'asthme ? Dans une crise d'asthme, vous avez l'inflammation des bronches qui réduit la lumière bronchique, donc qui va réduire le diamètre des bronches. Donc l'air va avoir plus de mal à circuler dans cet arbre bronchique-là. Et donc avec quels paramètres on va pouvoir décrire une crise d'asthme dans nos modèles mathématiques ? Et puis il y a d'autres pathologies qui, elles, affectent plutôt les tissus pulmonaires. Donc, je vous ai dit, ces tissus pulmonaires, ils se déforment, et c'est en se déformant qu'on crée la différence de pression. Donc, en fonction de l'élasticité ou de la rigidité de ces tissus, vous allez avoir plus ou moins de mal à déformer les tissus et donc à créer cette différence de pression et donc à ventiler. Donc, il y a des pathologies comme la fibrose ou l'emphysème qui affectent les propriétés mécaniques des tissus. Et en particulier, il y a la fibrose. Alors, la fibrose, elle fait quoi ? Elle rigidifie les tissus, ce qui fait qu'il vous faut une force beaucoup plus grande pour déplacer ces tissus-là et créer la différence de pression. Tandis que l'emphysème, elle détruit les tissus, donc elle a tendance à diminuer la rigidité des tissus. Et donc, en fait, là, vous allez avoir moins de mal à ventiler, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, vous avez une surface d'échange entre l'air et le sang qui est beaucoup plus petite. Et puis, en fait, vous avez des gens avec un volume à vide qui est beaucoup plus gros et qui ventilent, en fait, moins. Donc, ils ont un gros volume à vide, des gros poumons, mais ils ventilent moins. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut décrire cette ventilation? Quelles sont les données qu'on a Donc voilà, donc la structure de l'appareil respiratoire, c'est les bronches qui plongent, qui irriguent en fait un tissu élastique et avec différentes échelles. D'accord ? Donc là, par exemple, ce sont des images qui proviennent de scans ou d'IRM de patients. D'accord ? Donc ça, c'est une trachée humaine dans le parenchyme pulmonaire. Le parenchyme pulmonaire, c'est les tissus pulmonaires. D'accord ? Et donc, on a reconstitué la géométrie à la fois de l'arbre et du parenchyme pulmonaire. Et cet arbre va irriguer ce parenchyme pulmonaire.
OK. Donc moi, je m'intéresse à 3 choses. Donc là, et je vais en vous présenter une seule cette fois-ci, enfin 2 plutôt. Je m'intéresse à la fois à l'écoulement de l'air dans les voies proximales, d'accord? Et ça, je le présenterai cet après-midi. Donc, comment décrire l'écoulement de l'air? On a une géométrie tridimensionnelle qu'on arrive à acquérir grâce à de l'imagerie des bronches jusqu'à à peu près la 10e génération, parce que les techniques d'imagerie permettent et de segmentation permettent essentiellement de segmenter jusqu'à la 10e génération. Comment est-ce qu'on arrive à décrire l'écoulement de l'air dans ces 10 premières générations, sachant qu'en fait, l'écoulement de l'air, il va dépendre de l'élasticité des tissus. Et donc, comment je les prends en compte dans un modèle où j'ai des équations de la mécanique des fluides dans la géométrie tridimensionnelle, mais il faut que je prenne en compte ce qui se passe au-delà, en fait. D'accord ? Et en particulier, l'action du parenchyme. Et puis, je m'intéresse aussi à comment décrire justement ce parenchyme pulmonaire, quelles équations on peut considérer sur ce parenchyme pulmonaire. Alors, comme vous l'avez vu, il y a des très petites échelles et on ne veut pas résoudre numériquement à ces échelles si fines. Donc, ce qu'on va chercher, en fait, sont des modèles homogénéisés, c'est-à-dire macroscopiques, qui prennent en compte les petites échelles, mais sans la résoudre explicitement. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais. Et puis, je m'intéresse aussi aux dépôts d'aérosols. Pourquoi les dépôts d'aérosols? Parce que c'est une des méthodes thérapeutiques, par exemple, pour soigner l'asthme. Et l'asthme, il touche à peu près les bronches à la 15e génération. Enfin, ça dépend des types d'asthme, mais c'est souvent à partir de la 15e génération. Et donc, on voudrait que l'aérosol qu'on inhale, en fonction de la façon dont on inhale et de la caractéristique de l'aérosol, il aille bien toucher les bronches qui sont malades et qui ne s'arrêtent pas dans la trachée ou dans les premières bronches. D'accord ? Et ça, en fait, les médecins savent pas trop. Donc, en gros, ils demandent aux patients c'est de l'expérimental. Ils demandent aux patients d'inhaler. Et puis, s'il y a un mieux, c'est tant mieux. Et autrement, ils changent de traitement ou de façon d'inhaler ou de taille d'aérosol, etc., etc. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vais vous présenter essentiellement, là, c'est la partie ventilation. Alors, je m'intéresse aussi à la diffusion des gaz. Ça, c'est plus récent et je ne vais pas du tout vous en parler. Donc, on va se concentrer pour les 2 prochaines heures là, sur la partie ventilation. Alors, juste pour avoir les questions générales qu'on peut se poser, la première question, c'est quel est le phénomène physiologique que je cherche à décrire? Et à quelle échelle? Est-ce que je veux une description très, très macroscopique ou est-ce que je veux une description microscopique? Mais dans ce cas-là, quels sont les paramètres du modèle et surtout quelles sont les données auxquelles j'ai accès? Parce qu'une des problématiques dans le domaine de la santé ou de la biologie, c'est d'avoir accès aux quantités d'intérêt, l'élasticité des tissus, la géométrie, là, par exemple, le calibre des bronches. Comment j'ai accès à tous ces paramètres-là? Est-ce que j'y ai accès? Comment je les identifie, ces paramètres-là? Donc, quelles sont les données? C'est pas comme une voiture où je sais exactement quelle est l'élasticité, la rigidité de ma carrosserie. Là, j'ai pas accès, je peux pas exciser le poumon pour aller mesurer l'élasticité des tissus, etc. Donc, essentiellement, on a des mesures de géométrie grâce à l'imagerie, et puis on peut avoir des mesures, par exemple, de pression, volume à la bouche, essentiellement, d'accord. Je ne sais pas s'il y en a certains, j'y reviendrai, mais certains d'entre vous qui ont fait des tests de spirométrie pour l'asthme. Donc, j'y reviendrai. C'est des appareils qui mesurent la pression et le débit, en fait, à la bouche et les volumes. Donc, voilà.
toutes ces questions-là, en fait, elles vont déterminer la démarche de modélisation en fonction de la question qu'on se pose et des données qui sont disponibles. Parce qu'on ne va pas vouloir faire un modèle qui est très, très précis, avec plein de paramètres, si tous ces paramètres-là, on ne sait pas les identifier, et puis si après, on n'a pas d'expérience pour valider nos résultats. D'accord ? Si je fais une simulation numérique et que, au regard, j'ai pas d'expérience ou de mesures qui me permettent de valider ces... j'aurais fait mais je vais vous en montrer, c'est ce que je fais. J'aurais fait des jolies simulations numériques, mais j'aurais un problème pour les valider et pour les certifier, en quelque sorte. Si on est dans un processus industriel, on voudrait certifier les résultats qu'on a. Voilà. Donc, la feuille de route que je me donne en général, c'est avec les collaborateurs avec lesquels je travaille, c'est développer des modèles représentatifs. Donc, en général, il s'agit d'une modélisation qui est à la fois multi-échelle et puis multiphysique, parce que vous avez un fluide et une structure, là. Leur donner un bon cadre mathématique, parce que après, moi, j'ai cherché à faire des simulations numériques, mais si je n'ai pas existence, unicité de ma solution, si je n'ai pas une idée de comment elle se comporte, etc., mes simulations numériques, elles vont me donner quelque chose, mais est-ce que ce quelque chose, il a un sens ou pas ? Donc, moi, je m'intéresse à l'existence, l'unicité, le comportement en temps long des solutions. Ensuite, développer des schémas numériques adaptés pour ces problèmes-là et les analyser éventuellement, analyse de stabilité, de convergence de mon schéma, et puis réaliser des simulations numériques et pouvoir justement les valider et les comparer avec l'expérience. OK. Donc voilà, il y a modélisation mathématique, simulation numérique et puis les données expérimentales. Et le but, ça serait de comprendre la physiologie. D'accord ? Quels sont les phénomènes importants ? La modélisation peut apporter des réponses à la question comment ça marche ? Pourquoi ? Quels sont les phénomènes prépondérants, etc. Parce que si votre modèle il n'est pas bon, en fait, c'est que vous avez oublié des choses dans votre modèle. Et donc, il faut rajouter des choses. Essayez de reproduire des expériences ou des mesures. Et puis, si effectivement tout va bien, essayez de prédire des situations qui sont à côté des expériences ou des mesures, d'accord ? Et essayez éventuellement d'optimiser des protocoles thérapeutiques, par exemple l'inhalation d'aérosols. Mais donc, je vais essayer là de vous montrer comment comprendre et reproduire. De là à prédire et optimiser, on n'en est malheureusement pas encore là. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. OK. Donc là, je vais commencer par un modèle le plus simple possible qui est en fait utilisé par les médecins. Alors, ils ne l'utilisent pas vraiment comme ça, mais en fait, c'est celui-là qui est derrière tous les raisonnements qu'ils font. Et donc, il est utilisé même quasiment sans le savoir en routine clinique. Et en fait, ce modèle-là, c'est la description du volume pulmonaire au cours du temps. D'accord ? Donc, je vais appeler V2T, c'est le volume pulmonaire. V', ça va être le débit. D'accord ? Et ce qu'on veut, c'est avoir une équation qui décrit son évolution au cours du temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer tout cet arbre bronchique par un seul tube, un gros tube, qui va représenter l'arbre bronchique. Et cet arbre bronchique-là, on va le caractériser par un coefficient R, qui est la résistance de l'arbre. Alors, pourquoi l'écoulement peut être caractérisé par la résistance de l'arbre ? Je ne sais pas si... donc,
quand on a un écoulement, par exemple, en dimension 2, donc j'ai un domaine en dimension 2, j'applique une pression, je vais l'appeler P0, une pression P0 à l'entrée, une pression P1 à la sortie. Donc si P0 est supérieur à P1, vous allez avoir un écoulement dans ce sens-là. Et puis, ce qu'on peut montrer, c'est que dans le cas où l'écoulement est laminaire, c'est-à-dire gentil, en fait, la vitesse du fluide, donc là je me place en dimension 2, donc la vitesse U du fluide en fonction de x et de y, donc ici j'ai x, y, alors si je ne me trompe pas, je vais me tromper, en fait elle s'écrit, elle a une composante suivant juste la direction x, la deuxième composante c'est 0, et puis elle dépend que de y, et elle a en fait elle est parabolique. Donc v de y, le coefficient, alors y moins, et puis il y a un coefficient ici alpha. Je ne vais pas l'appeler R, je vais l'appeler comment? Petit r. Donc la vitesse ici du fluide, c'est 0, d'accord? Et là, on a un profil parabolique. Et donc dans ce cas-là, et alors la pression, elle est juste linéaire, elle décroît de P0 à P1, d'accord? Et ça, c'est solution en fait de l'équation de Stokes. Laplacien U plus gradient P égale 0, divergence U égale 0 dans mon domaine oméga. U égale 0 sur gamma L. Donc là, gamma L, ce sont les frontières latérales. Et puis, on a P égale P0 ici et P égale P1 sur l'autre frontière ici. D'accord? Donc, ça, c'est un écoulement de Poiseuil. Et en fait, pour un écoulement de Poiseuil, il se trouve que P0 moins P1 est proportionnel à R fois le débit dans le tube. D'accord? Donc, un écoulement de Poiseuil, il est caractérisé par un coefficient qui est la résistance du tuyau. Et cette résistance du tuyau, alors en dimension 2, elle est différente de la dimension 3. En dimension 2, de mémoire, elle se comporte comme L sur R au cube, avec un coefficient devant, d'accord? Et ce coefficient-là, alors, je vais mettre ici nu. Nu, c'est la viscosité du fluide. Et donc, ce coefficient-là, donc la résistance du tuyau en dimension 2 est proportionnelle à la viscosité du fluide, à la longueur du tuyau et inversement proportionnelle à le rayon au cube, si je ne me trompe pas. Alors ça, c'est en dimension 3. Alors en dimension 3, donc ça ce calcul-là, il est en dimension 2. Mais en dimension 3, donc pour un tube circulaire, d'accord, de longueur L et de rayon petit r, la résistance de Poiseuil est proportionnelle à la viscosité, la longueur du tube et le rayon à la puissance 4. Vous voyez que plus le fluide est visqueux, plus je vais avoir une résistance, plus je vais avoir du mal à faire passer mon fluide dans le tuyau. Plus il est long, même chose. Et quand j'ai une réduction du diamètre, j'ai une augmentation de la résistance. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est que dans l'asthme, j'ai éventuellement une réduction du diamètre. Et donc, je vais avoir une augmentation de la résistance des bronches à l'écoulement. D'accord? Et donc, je vais pouvoir
décrire l'asthme comme une augmentation de ce coefficient-là, qui est la résistance du tube. Oui. Donc, voilà. Donc, je vais supposer que j'ai mon tube. J'ai la pression atmosphérique ici. Et puis, ce tube, il arrive dans un gros ballon. Donc, j'ai une résistance R, puis j'ai mon gros ballon. Et ce gros ballon-là, il a une élasticité que j'appelle grand E. Et il va se déplacer. Et je vais appliquer une force. Alors, j'ai dû mettre moins P de T. Je vais appliquer une force extérieure P. D'accord ? Imaginez le diaphragme qui se contracte. Donc, il exerce une force. Il va se contracter. Il va déformer les tissus. Ça va créer une différence de pression entre la pression alvéolaire qui est là et la pression atmosphérique. Et ça va créer un flux d'air et un débit. Donc ça, là, on est en train de décrire le poumon comme un circuit RC, en fait. Donc là j'ai une résistance. Et puis là, j'ai ma capacité C. Et C, c'est 1 sur E. D'accord ? Donc j'ai un analogue électrique pour mon poumon. Donc j'ai un circuit RC. Le volume, le débit, ça va être l'intensité dans le circuit. Et donc là, l'équation différentielle qu'on va obtenir, donc on va avoir R V' plus alors V0, c'est quoi? C'est le volume à vide. D'accord? Donc ici, RV', c'est exactement la différence de pression entre la pression atmosphérique et la pression alvéolaire. D'accord? Cette pression alvéolaire, elle s'applique sur votre ressort, enfin sur votre ballon. Et donc c'est la pression alvéolaire moins la pression de traction qui est égale à E, V moins V0, où V0 est le volume à vide de votre petit ballon. D'accord? Donc là, j'ai juste écrit un circuit RC. OK. Et donc ça c'est la résistance. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a la résistance des voies aériennes globale, équivalente de cet arbre bronchique, et puis justement l'élasticité des tissus, qui sont en gros les deux paramètres dont je vous ai parlé depuis le début, soit pour modéliser l'asthme en augmentant la résistance des voies aériennes, soit pour décrire des pathologies qui affectent l'élasticité des tissus. Donc voilà. Donc là, on a notre première équation, et c'est sur cette équation-là en fait que les médecins y raisonnent, en particulier quand vous avez un patient qui est sous ventilateur mécanique. Il mesure à la fois les pressions à la bouche et puis les volumes à la bouche et les débits. Et donc en fait, grâce à ça, puisqu'il mesure en fait, il mesure la force. Alors, quelqu'un qui est sous ventilateur mécanique, lui, il n'agit pas, d'accord? Donc sa pression à lui est nulle. En revanche, là, il faut remplacer la P-atme par la pression du ventilateur, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose de donné, d'accord? Et puis ça, c'est aussi quelque chose de mesuré par le ventilateur. Donc on mesure à la fois les forces et à la fois le volume inspiré et expiré. Et donc en fait, ils sont capables de donner la résistance des voies aériennes et l'élasticité des tissus par exemple pour les patients Covid. C'est un des marqueurs qui leur permet de connaître l'état du patient et de le suivre, ces deux coefficients-là. Mais parce qu'ils savent mesurer à la fois les efforts et à la fois le volume. Donc là, on a besoin de données pour arriver à mesurer les... Et donc, sur ça, on peut s'amuser à faire plein de choses. Donc,
on peut montrer qu'il existe une unique solution périodique si la force exercée est périodique, que cette solution périodique, elle est stable parce que, en gros, donc, le temps caractéristique de cette équation différentielle, c'est RC, d'accord? Ça, c'est le temps caractéristique de relaxation. Et la solution, elle va être en exponentielle moins t sur RC. Et donc, on a exponentielle stabilité, par exemple, de la solution périodique qu'on a trouvée. Alors, sur ça, il y a un livre de Bertrand Maury sur justement la physiologie du poumon, avec plein de chouettes exercices en relation avec la ventilation et des exercices pour vos élèves. Voilà. Donc, je vais passer au 1D. Hein ? Il faut que j'accélère. OK, je vais trop lentement. Pascal a dit que j'allais trop lentement. Je peux me permettre d'accélérer. J'ai aucune idée de où on en est. Alors, justement, avec Bertrand Maury, il y a très longtemps, on avait commencé à se dire comment on pourrait décrire la ventilation, mais avec des modèles un petit peu plus compliqués, et en particulier en prenant en compte la structure de l'arbre. Et donc, au lieu de prendre un seul tube avec une résistance équivalente, qui serait la résistance équivalente de l'arbre, on a pris un arbre diadique et on a supposé, alors pour simplifier, je suppose que cet arbre diadique, il est parfaitement symétrique et qu'à chaque génération, j'ai la même résistance pour toutes les branches. On peut généraliser sans souci, mais cet arbre-là, en plus, a plus de jolies propriétés. Et donc, dans chaque tube, on suppose qu'on a une résistance de Poiseuille qui caractérise l'écoulement. Et donc, on va avoir une succession de résistances qui vont être... ces deux-là, elles sont en parallèle, en fait. Et puis, d'une génération à l'autre, elles vont être en série. OK ? Donc, on va pouvoir calculer la résistance équivalente, en fait, de ce tube-là. Donc, en particulier, là, la résistance équivalente de ce tube-là, ça va être... donc, R équivalent, ça va être... Rn sur 2 puissance n, si j'ai n générations à mon arbre. En particulier, si vous avez des données morphométriques par l'imagerie d'un arbre, les rayons des bronches et les longueurs des bronches, vous pouvez estimer comme ça une résistance équivalente, la résistance équivalente, le grand R du modèle d'avant, d'accord ? Avec des données morphométriques en utilisant ce type de formule. Donc, la résistance équivalente de l'arbre, c'est ça. Et voilà. Donc, ça, c'est... Et on s'est demandé comment est-ce qu'on peut, en fait, lier les pressions en sortie. Donc, celle-là, je vais l'appeler P0N. En sortie, on va avoir P0N jusque P2N-1, si je ne me trompe pas. Donc, comment on peut lier les pressions en sortie au débit en sortie? D'accord? Est-ce que j'ai un moyen simple de lier les pressions en sortie et les débits en sortie? Alors, en fait, la réponse est oui. Donc, il y a une relation linéaire entre les pressions et les débits. Et donc, si j'appelle P grand N les pressions en sortie, il va exister une matrice A grand... Je ne vais pas l'appeler... mettre les indices N là, c'est mieux. A grand N, qui lie toutes les pressions en sortie et
et les débits en sortie. Alors, on peut faire le calcul assez rapidement sur lequel. Vous voulez que je détaille ce calcul-là ou pas? Oui? Alors, si je connais tous les débits en sortie, en fait, on a conservation du débit. Donc, en fait, je connais les débits dans cette branche-là. Donc, je connais le débit dans cette branche-là qui est la somme des débits dans cette branche-là. Et je peux remonter, en fait, au débit total. Donc, Q00, c'est la somme de des QIN, I allant de 0 à 2 puissance n moins 1. OK. Alors, je vais le faire juste pour la pression, pour cette sortie-là. Donc maintenant, je vais supposer ici que j'ai 0 comme pression initiale. Donc j'ai 0, je connais R0, je connais le débit dans cette branche-là, donc je connais P00, juste avec la loi de Poiseuille. Donc P00, si je ne me trompe pas de signe, ça va être R0 fois Q00, c'est-à-dire R0 fois la somme de I égale 0 à 2 puissance n moins 1. P, c'est la pression. Oui, c'est la pression. Et Q, c'est mon débit. Q, c'est mon débit. Et ça vérifie la loi de Poiseuille dans la branche. Et puis, je peux descendre comme ça, en fait. Parce que ici, ce que j'ai, c'est, cette fois-ci, c'est la somme de tout cela. Et je descends comme ça pour finalement obtenir le fait que P0N, alors si je ne me trompe pas, ça Rn, somme, je vais me tromper. Ben voilà, elle est là-haut. D'accord? Donc en fait, je remonte tous les débits et ensuite je redescends dans l'arbre. OK. Et donc on a cette relation-là. Et AN, donc c'est la matrice qui a une structure, c'est R0 plus R1, etc. D'accord? Donc c'est une somme de matrices avec des compositions diadiques, en fait. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que, en fait, ce qu'on voulait, c'est après que cet arbre-là irrigue un réseau de masses ressorts. D'accord? Donc, des petites masses séparées par des ressorts. Et puis, alors, il est où le truc? Donc là, on a une masse. Et puis, la sortie, elle irrigue une alvéole. Et chacune des alvéoles, il y a des petites masses qui sont séparées par un ressort de raideur Kn ici. D'accord? Et la question qu'on se posait, c'est quel modèle on va pouvoir avoir quand on fait tendre le nombre de générations de l'arbre vers l'infini. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est demandé si on avait une écriture continue, en fait, de cet arbre avec n générations finies. Est-ce qu'on avait une écriture continue de cette relation-là, Pn égale An Qn, de façon à ce que cette relation continue, on puisse facilement passer à la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, il se trouve que oui, en fait, juste en introduisant, si on a une fonction UL2, puis on introduit sa moyenne sur chacune des cellules, là, donc on lui associe des débits, en fait, en sortie. On définit en fait une pression, le vecteur de pression constante en chaque sortie. La pression L2 qui est associée, elle s'écrit comme un opérateur, à l'aide d'un opérateur à noyau, où en fait le noyau, c'est le noyau Kn, je l'ai peut-être noté après. Donc c'est quelque chose qui est constant par morceau, le noyau Kn.
Et c'est rien d'autre que la matrice qu'on a trouvée là. Avec la matrice, elle est comme ça, et là tu le vois comme ça. C'est juste parce qu'on a réécrit ça comme un opérateur à noyau. Et donc c'est un opérateur à noyau constant où on va sommer pareil, les R0, R1, etc. Aux différentes générations. Et en fait, donc maintenant, la question c'est qu'est-ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini? Donc quand n tend vers plus l'infini, ce noyau Kn, il va tendre vers le noyau K auquel on s'attend. Mais est-ce que ce noyau K, il a des bonnes propriétés ou pas? Et donc est-ce que l'opérateur qui est associé à ce noyau limite, d'accord, il a de bonnes propriétés ou pas? Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'opérateur Rn, il va tendre vers R dans L2 si et seulement si la résistance équivalente de l'arbre est finie. Ça tombe bien. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une certaine variabilité dans le poumon humain. On peut avoir 23, 24 générations, 25 sans que ça nous empêche de respirer, ce qui est tant mieux. Et donc, et cette résistance-là équivalente finie, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? C'est la norme L1 du noyau Kn, d'accord? Donc on retrouve, on retrouve cette résistance équivalente. Et puis, on a des jolies propriétés de cet opérateur-là. En particulier, il est compact, mais ça, il est compact parce que c'est une limite d'opérateur de rang fini. Il est monotone, il est auto-adjoint. Alors, pourquoi il est monotone? En fait, physiquement, ça veut dire quoi qu'il est monotone? Ça veut dire qu'en fait, on dissipe de l'énergie dans l'arbre. Ce qui est normal, puisque le fluide, il est visqueux. R, c'est une résistance à l'écoulement. On va avoir un phénomène de dissipation à la fin pour notre problème. Donc tu vas avoir RUU positif. Et alors, ce qui est rigolo, on s'est amusé pas mal sur ça. Ce qui est rigolo alors, donc ça, c'est la matrice, c'est pas l'opérateur, mais ce qu'on peut montrer, compte tenu de la structure là, de l'opérateur, si on considère la base de R, donc je prends 1, puis ensuite 1 moins 1, puis rescaler comme il faut pour que ça soit une base orthonormée de L2, d'accord? Et je sépare de manière dyadique 0, 1 comme ça, d'accord? Cette base-là, c'est une base de vecteurs propres en fait, de notre opérateur à noyau, juste à cause de la structure. Alors, ça ne serait pas le cas si je n'avais pas des résistances constantes à chaque génération. D'accord? Là, c'est vraiment parce que j'ai des résistances constantes à chaque génération. Et les valeurs propres qui sont associées, c'est les restes de la série de termes général Rn sur 2 puissance n. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si, cette fois-ci, la résistance équivalente, la série n'est pas convergente? Rn sur 2 puissance n n'est pas convergente. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la norme L1, elle va exploser. Et en fait, on va rester bloqué. On va plus pouvoir respirer. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qui est limite. Alors après, j'ai pas du tout de notion de l'heure là. Ouais, un quart d'heure. Ok, j'ai été en fait lentement. Donc, si on considère maintenant que Rn est une suite géométrique, d'accord? Alors ça, c'est à peu près vrai dans le poumon humain. Pourquoi c'est à peu près vrai dans le poumon humain? Parce que les longueurs et les rayons, il y a une relation homothétique à chaque génération. Et donc, pour le poumon humain, alors c'est pas vrai à toutes les générations, mais le alpha, là,
Donc le alpha, la résistance est L sur R4, et puis L, il y a une valeur homothétique, et R, il y a une valeur homothétique. Donc le alpha à la puissance N, là, le alpha, c'est 1,63 à peu près pour le poumon humain. Et donc, on s'est amusé à regarder, en fonction de cette valeur de alpha, quelles étaient les propriétés de l'opérateur à noyau. Donc, je vais peut-être passer, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on est dans un cas, dans le poumon humain, en fait, on est là. Et donc, en fait, on réobtient une certaine régularité de RU dans un espace de Sobolev. Alors, pourquoi on arrive à lier ça à un espace de Sobolev? C'est parce que la base de R, dans ce cas-là, permet de lier ça à un espace de Sobolev. Alors, la remarque que je voulais faire, c'est que en fait, le cas alpha égale 2, c'est le cas où ça ne marche pas, puisque la résistance équivalente explose. Mais c'est le cas pour lequel, en fait, on obtient un minimiseur de l'énergie dissipée sous une contrainte de volume. Alors, pour un arbre fini, si on cherche à minimiser l'énergie dissipée, en gros, c'est minimiser la résistance sous une contrainte de volume. Ce qu'on obtient comme paramètre optimal pour les résistances, c'est alpha égale 2. Donc, en fait, le poumon humain, de ce point de vue-là, il n'est pas optimal, puisqu'il ne minimise pas l'énergie dissipée. Mais, en fait, il est optimal du point de vue des variations. Il n'est pas optimal, il est robuste, en fait. C'est-à-dire que alpha égale 2 ne permet pas de variation dans le nombre de générations de l'arbre. D'accord ? Tellement. Et donc, en fait, le poumon humain, il a choisi quelque chose qui était sous-optimal du point de vue de l'énergie dissipée, mais finalement, possiblement plus robuste d'un point de vue de la physiologie. Parce que dès que je ne suis pas à 2, je ne suis pas bien. Et voilà. Donc, il a choisi quelque chose qui était un peu en dessous, de façon à être robuste. OK. Donc, maintenant, le système masse-ressort. Donc, ce qu'on va considérer, c'est une succession de petites masses qui sont reliées par des ressorts Kn, et dans lesquels, donc là, il y a de l'air qui arrive, et donc il y a une pression P qui agit sur cette masse-là. Et puis, il y a une pression à gauche et une pression à droite. Et puis, je vais écrire juste la relation fondamentale de la dynamique pour le déplacement de chacune de ces petites masses-là. Donc, UIN, c'est le déplacement de ma petite masse I dans mon système. Donc, Mn, c'est la masse de ma masse. Elles ont toutes la même masse, donc c'est homogène. Les raideurs sont toutes les mêmes aussi, c'est homogène d'un point de vue des raideurs. Donc, on a l'accélération, la force de rappel des ressorts de part et d'autre, et puis les forces de pression à gauche et à droite. Et ces pressions, elles sont déterminées par l'arbre. D'accord ? Et chacune des forces de pression est liée à tous les débits dans l'arbre. Donc, en fait, ça crée un terme non local dans l'équation, parce que la pression à la sortie N va dépendre de tous les débits à toutes les autres sorties. D'accord ? Donc, ce qui se passe à un endroit, en fait, dépend de ce qui se passe très très loin à cause du chemin que peut parcourir l'air dans l'arbre. Donc, toutes les masses, en fait, sont couplées. Elles ne sont pas juste couplées localement par les ressorts. Elles sont couplées par l'arbre. Et le débit, lui, il peut être lié à la vitesse de chacune des masses, d'accord ? À la différence de vitesse de chacune des masses. Et donc, on obtient finalement un système masse-ressort avec n masses, l'accélération, la raideur des ressorts, et puis une force de pression qui vient de l'arbre. Alors là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit l'équation grâce à une fonction continue qui va être affine par morceaux sur mes petites cellules, et ma pression, elle va être constante par morceaux sur mes petites cellules. Et donc ça, c'est l'EDP qui est vérifié par la fonction affine par morceaux. Oui. Tu peux préciser un peu, repréciser qu'est-ce que c'est que UN?
Alors, UIN, c'est le déplacement d'une masse. Et UN, c'est la fonction affine par morceau qui a été reconstruite. D'accord? Donc, c'est une approximation affine par morceau. D'accord? Et PN, elle est constante par morceau sur chacune des cellules. FIN, ça correspond à la force qu'on applique extérieure sur la petite masse. D'accord? Ouais. Oui, point. Ouais. Donc ça, c'est la... Ouais. Donc là, maintenant, j'ai une EDP. J'ai plus un système d'équations différentielles ordinaires comme dans le transparent précédent. Donc je me ramène à quelque chose de continu et j'espère pouvoir passer à la limite quand n tend vers plus l'infini dans cette EDP-là. Alors, il se trouve que tout marche bien. Donc, en supposant que la résistance équivalente est finie. D'accord? Donc, je peux passer, en fait, à la limite dans ce terme Kn, dans l'opérateur à noyau. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, j'ai réécrit là, avant de passer à la limite, ce terme-là, donc c'est un terme vraiment non local dans l'équation, qui va dissiper l'énergie. Pourquoi il va dissiper l'énergie? Parce que, justement, on a cette propriété de monotonie de l'opérateur. Et c'est ce à quoi on s'attend, en fait. On s'attend à... La première partie, en fait, c'est une équation des ondes, d'accord, qui est là. Une équation des ondes 1D. Et ça, c'est l'action de l'arbre sur le système de masse-ressort à la limite, qui est quelque chose de non local. Et qui va dissiper l'énergie. Donc, et quand la résistance équivalente est infinie, en fait, on est bloqué à la condition initiale. Et donc, quand n tend vers plus l'infini, on ne respire plus. Si les médecins m'entendaient. Bref. Alors, comment on montre que tout se passe bien? En fait, on peut montrer que UN est borné grâce à des estimations a priori. Donc, comment on fait? Alors, ça, en fait, on le fait tout le temps. Comment on montre que UN va être borné indépendamment de N? Donc, on prend cette équation-là et on multiplie ça par dTUN. Et puis, on intègre sur 0,1 et on intègre par partie. Et ce qu'on obtient, en fait, c'est que UN va être borné, donc dTUN va être borné dans L infini de 0T à valeur dans L2 de 0,1. Et UN va être borné dans L infini de 0T à valeur dans H1. Ça, c'est juste l'équation des ondes. Et le terme, de toute façon, de dissipation, il nous donne un petit peu quelque chose, mais qui ne nous sert pas à grand-chose pour passer à la limite. Et donc, on passe à la limite. Donc après, on s'est demandé, je ne sais pas si... 5 minutes. Je peux dépasser un peu. Alors, on s'est demandé, je vous parlais de comportement en temps long au début, si, justement, ce terme dissipatif... Donc, on a une équation des ondes. Normalement, dans une équation des ondes, c'est un système hamiltonien. Ça préserve l'énergie. Si on ne met pas de force, l'énergie du système, elle est conservée. Et, voilà. Là, on a quand même un terme de dissipation. Donc, la question, c'est est-ce que ce terme de dissipation, il dissipe suffisamment l'énergie pour avoir une énergie qui tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini? D'accord? Est-ce que je tue est-ce que j'oscille tout le temps? Ou est-ce que mon énergie tend vers 0? Alors, il se trouve que oui, dans le cas du poumon humain, donc si alpha, donc alpha pour le poumon humain, c'était 1,63. Donc, dans le cas du poumon humain, on arrive à montrer que pour alpha strictement supérieur à 1, en fait, on a même une décroissance exponentielle de l'énergie vers 0. Et ça, c'est parce que, en fait, notre opérateur à noyau va être coercif dans L2. Dans ce cas-là, d'accord, parce qu'il a la meilleure propriété quand alpha est proche de 2. Et donc, en particulier, on va pouvoir... En fait,
une des difficultés ici, c'est que l'équation des ondes, c'est une équation de les modes propres, c'est Fourier, alors que l'opérateur à noyau, on l'a vu, les modes propres, c'est R. Donc on est en train de coupler en fait deux échelles qui discutent pas très bien ensemble normalement, sauf dans le cas alpha strictement supérieur à 1, où justement on arrive à l'échelle de R nous permet d'avoir des estimations en fait dans des espaces de Sobolev. Et donc on arrive à montrer la décroissance de l'énergie. Donc je vais peut-être, j'avais des détails, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Je pense que je peux. Non, mais après c'est comme. Alors, donc, si je réécris ça comme un système. Ouais, mais je suis pas assez grande, si. Donc, si on réécrit ça. Comme un système d'ordre 1, l'opérateur grand A, en fait, donc j'ai juste réécrit mon équation aux dérivées partielles d'ordre 2 comme un système d'ordre 1, et l'opérateur qui est associé, c'est grand A. Et le domaine de l'opérateur, bon, je l'ai écrit là. Donc là, on se ramène à un système dynamique avec grand A, qui est l'opérateur au-dessus. Donc, c'est l'opérateur des ondes plus cet opérateur de dissipation dans l'arbre. Et ce qu'on peut montrer, en fait, c'est que l'énergie du système, donc l'énergie du système, c'est juste l'énergie onde. C'est-à-dire que ça va être l'énergie cinétique plus l'énergie mécanique. Et on peut montrer que l'énergie du système, elle décroît exponentiellement avec un taux de décroissance en gamma. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Quelque chose qui aurait été intéressant, c'est d'estimer ce gamma en fonction du alpha. Et en fait, on n'a pas réussi à avoir quelque chose de vraiment explicite, donc de cette décroissance en fonction du coefficient alpha. Et donc, le point clé, en fait, c'est... il est où ? C'est cette inégalité-là, en fait, où on montre une certaine, ce que j'appelle coercivité, mais de l'opérateur à noyau qui n'est vrai que pour alpha strictement supérieur à 1, et dont on sait qu'elle n'est pas satisfaite pour alpha inférieur à 1,5. Voilà. Et donc là, c'est juste, en fait, exhiber une bonne fonction de Lyapunov pour ce système dynamique-là, qui permet de montrer l'existence, la décroissance en temps long. Et c'est une adaptation de résultats de Alain Haro, qui s'est beaucoup intéressé aux équations des ondes amorties, et donc les propriétés de l'amortissement pour pouvoir justement montrer la décroissance exponentielle des solutions. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une remarque. Tu disais tout se passe bien, et c'est de la faute modestie. J'imagine que vous avez beaucoup travaillé pour trouver une bonne modélisation qui fait que tout se passe bien. Je sais pas. Non, mais ce qui est rigolo là, c'est que c'est vraiment... on peut passer à la limite quand n tend vers plus l'infini dans un cadre qui ressemble à ce qu'on, enfin voilà, aux paramètres qui viennent de l'humain en tout cas. Oui, mais ça vient vraiment de la modélisation que vous avez choisie. Donc oui, ça vient sûrement de la modélisation qu'on a choisie, parce qu'effectivement, dans d'autres cas, je pense à des EDP sur des réseaux, c'est justement pas dans ce cas-là c'est pas ce cas-là qui est le bon. Enfin, donc, oui, là, ça se passe bien. Ouais.
J'aurais une question sur cette affaire de résistance constante. Qu'est-ce que ça veut dire avec Rn? Ça veut dire Ri égale Ri plus 1? Qu'est-ce que ça veut dire résistance constante? Donc il y a la condition pour que... Ah, non, donc j'ai une résistance R0. À chaque génération, j'ai une résistance R1. C'est la même dans toutes les branches. Mais elles ne sont pas du tout constantes puisque... non, bien sûr, mais c'est géométrique juste après. Ça devient géométrique. Et en fait, c'est géométrique parce que il se trouve que Ln, si j'appelle Ln la longueur de la branche à la génération n, c'est écrit comme ça. Ah, je ne devrais pas l'appeler R0, j'ai appelé Dn le diamètre de la branche. Le alpha, donc le alpha, il est relié à 1 sur lambda cube. Là, alpha, ça va être 1 sur lambda cube. Est-ce que vous avez pu regarder ce qui se passait quand c'était plus constant, genre quand il y avait des trous dus à une pathologie ou... Alors, Bertrand Maury a beaucoup regardé... Donc là, on parle d'un arbre symétrique. Donc il a regardé ce qui se passait quand on induisait de la variabilité dans l'arbre. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison que nous, on ait un arbre parfaitement symétrique. Et en particulier, ils se sont posé la question parce que quand on calcule la résistance de Poiseuille équivalente comme ça, en fait, on tombe sur des ordres de grandeur qui ne sont pas les bons pour justifier les débits et les pressions qu'on a physiologiquement. Donc, on est en train de minimiser en fait la résistance en calculant une résistance équivalente de Poiseuille avec des résistances constantes à chaque génération. Et donc, en fait, ils ont essayé de regarder ce qui se passait, en particulier dans la thèse de Christine Vanier. Elle a essayé de regarder ce qui se passait quand l'arbre n'était pas symétrique et quand on induisait des variabilités, quelle était la sensibilité de l'arbre par rapport à ces variations dans les résistances. S'il y avait une branche qui était touchée, qu'est-ce qui se passait? Donc, Christine Vanier et Bertrand Maury ont beaucoup regardé et en fait, quand on met de la variabilité, on peut gagner des ordres de grandeur dans la résistance équivalente. Donc, la variabilité permet d'expliquer des ordres de grandeur qui manquent dans ce modèle-là, clairement. Il n'y a pas que la variabilité qui permet d'expliquer ça. Il y a aussi le fait que ici, on a considéré qu'il y avait, en physique, il parle de perte de charge. On a considéré qu'il n'y a pas du tout de perte de charge aux bifurcations. Et ça, c'est complètement faux. Et que ça soit un écoulement de Poiseuille aussi dans la trachée, par exemple. Et puis à la bifurcation, les géométries sont telles qu'en fait, il n'y a pas on voit apparaître des recirculations et des choses comme ça. Et donc là, on néglige ces pertes de charge-là. Et ce qu'on voit, l'hypothèse qui est fausse aussi qu'on fait, c'est que les résistances, c'est le même modèle à l'inspiration et à l'expiration, là. Ça ne change pas. Or, en fait, le fluide, quand il circule dans ce sens-là ou dans ce sens-là dans l'arbre, il n'y a justement pas les mêmes pertes de charge ici. Et donc, en fait, on est en train de faire une erreur quand on fait ça. En particulier, et l'autre erreur qu'on fait, la grosse erreur qu'on fait, c'est que quand on expire, quand on inspire, en fait, les rayons, tout ça, c'est continu. Hein. Donc, les bronches, elles sont dans le milieu élastique. Donc, quand on inspire, on peut imaginer que les rayons, ils vont quand même augmenter. Et puis, quand on expire, pour le coup, ils vont quand même diminuer. Alors, en respiration normale, on peut supposer qu'il n'y a pas de grosse variabilité des rayons des bronches à l'inspiration et à l'expiration. En revanche, quand on fait des manœuvres d'expiration forcée, et donc ça, ce sont des manœuvres que font les médecins. Pour les manœuvres de spirométrie, c'est des manœuvres d'expiration forcée, où on expire très très fortement. Donc là, on peut imaginer qu'on écrase les bronches, et que donc les rayons diminuent, et donc la résistance augmente. Et donc, là, on fait l'hypothèse, en gros, que nos tubes, ils ont des parois rigides. Alors, oui, vous avez par exemple écrit que la différence des UI points là faisait le débit Q.
Ce qui suppose une Pareil. surface. Voilà. Et puis j'ai écrit que j'avais conservation de la masse ici. Si mes parois bougent, j'ai un débit là, j'ai des fuites. Mais on peut espérer qu'il n'y en a pas trop en respiration normale. Le statut du 1,63, c'est une valeur moyenne, Alors, le statut du A63, donc c'est des gens qui ont, Weibull en particulier, ils ont fait des moulages de poumons. Et donc, ils ont été regardés, ils ont des abacs. Donc, on trouve des abacs, des longueurs et des diamètres des bronches pour l'humain. Et puis après, oui, Ça varie un peu. Voilà, et ça varie suivant l'individu. On n'a pas tous 23, il n'y a pas, enfin, c'est pas 23 générations tout le temps, ça peut être 24, ça peut être 25. Voilà, on a une forte variabilité. Et là clairement, on oublie toute la variabilité. Et pour aller vers des modèles qui s'appliquent physiologiquement et qu'on pourrait utiliser en routine clinique, il faudrait mettre de la variabilité. Donc le 1,63, c'était plutôt une curiosité. Voilà, on se dit que... Oui, moi je me posais une question sur le fait que vous fassiez tendre n vers l'infini, c'est des maths. D'accord. Et donc c'est parce que c'est une approximation, et c'est une bonne approximation? Oui, c'est une assez bonne approximation. Alors, on peut montrer que... Je peux estimer la vitesse de convergence de Rn vers R. Alors, je ne me souviens plus, mais je dirais que c'est comme ça. Voilà. Oui. Oui, non, en fait, parce que ça se décompose. Je vous ai dit tout à l'heure que les valeurs propres, c'était les restes des séries. Donc, oui. Voilà. Oui, donc c'est plutôt une bonne approximation. Ça ne converge pas si vite que ça, parce que... Non, c'est pas... Mais voilà, de toute façon, numériquement, on va prendre un arbre fini. Hein. On ne va pas prendre un arbre infini. Là, c'était plutôt un premier pas pour essayer de comprendre si on pouvait mettre des modèles continus, type EDP, etc., sur ça. Donc, c'est plutôt un jeu de mathématiciens sur ces problèmes-là. Voilà. Les médecins, non. Mais après, ça dit quand même quelque chose. C'est-à-dire que justement, on peut varier. Enfin voilà, et le fait que le nombre de générations varie éventuellement d'un individu à l'autre n'a pas énormément de répercussions. Il y a une certaine robustesse en fait dans le design, au moins du poumon humain. Oui, j'ai quand même une question, parce qu'au départ, tu nous as présenté un modèle très simplifié sur lequel les médecins se basent, en fait. Mm. Et là, votre modèle, il est quand même plus approximant de ce qui se passe, ou pas? Alors, celui-là, on peut... Alors, celui-là, est-ce qu'on l'a utilisé pour des médecins? Nous, non. En revanche, il y a une thèse récente où ils ont essayé d'utiliser ce modèle-là, alors avec un arbre fini, hein, mais ce modèle-là, pour essayer d'optimiser des manœuvres d'oscillation forcée. Donc, il y a des dispositifs médicaux où il y a des espèces de vestes où ils mettent des choses qui font vibrer en fait la cage thoracique. Et ça, c'est pour expectorer en particulier, je pense, je voudrais pas dire de bêtises, mais je dirais que c'est utilisé pour des malades de la mucoviscidose qui ont beaucoup de mucus. Et en fait, c'est pour essayer de créer du mouvement dans le mucus pour pouvoir expectorer. Et donc, c'est des manœuvres où, comme chez le kiné, kiné respiratoire. Et donc, je pense qu'ils ont essayé d'utiliser ce modèle-là, très simplifié, pour justement essayer d'optimiser les fréquences de vibration, parce que c'est un système des ondes plus la dissipation dans l'arbre, pour optimiser les fréquences de vibration de ce dispositif-là. Donc, ça peut quand même être utilisé avec un nombre fini de
2 générations. Hein, là, c'est pas... De toute façon, numériquement, c'est Rn qu'on considère, c'est pas R tout entier. Y a-t-il d'autres questions pour ce premier exposé? Du point de vue de la technologie, du point de vue de la technologie mathématique, les outils utilisés, donc, bon, ça a l'air d'être assez standard du point de vue des EDP, donc on a des espaces Sobolev ou Sobolev un peu précisés, des choses comme ça. Est-ce qu'on tombe sur des questions mathématiques un peu délicates, ou bien est-ce que c'est de l'autoroute EDP Bah, c'est pas de l'autoroute EDP, ne serait-ce que parce qu'on a ces 2 échelles Sobolev art, en fait, Fourier art. Donc il a fallu qu'on aille chercher des outils. Donc non, c'est pas complètement de l'autoroute, en tout cas pour la décroissance exponentielle, c'était pas complètement de l'autoroute. Voilà. Mais pour le reste, je dirais que c'est la modélisation qui est pas l'autoroute. Voilà, écrire l'opérateur à noyau. Donc on dispose quand même d'outils, disons, assez robustes. Pour le passage à la limite, je vous ai dit, tout se passe bien. Donc c'est l'autoroute, le passage à la limite. Et c'est la construction La construction et ensuite vérifier dans quel cadre on peut passer à la limite effectivement. Et voilà, il y a de la technique, hein, c'est pas, mais c'est un cheminement standard. Pardon. Pour revenir sur ces questions plus techniques, au niveau de la, c'est pas une notion un peu nouvelle, ce que vous avez trouvé pour la coercivité de l'opérateur, parce qu'effectivement c'est borné inférieurement, le produit scalaire borné inférieurement par une norme qui n'est pas la bonne. Alors, en fait, à partir du moment où on a cette échelle de R, en fait, il y a des résultats qui caractérisent les espaces HS sur la base de R pour S compris entre -1 et 1, de mon souvenir, ou 1,5, -1,5 et 1,5 peut-être. Donc, en fait, voilà, il y a des comparaisons des espaces de Sobolev avec les coefficients, non plus de Fourier, mais de R. Et donc, voilà, on a juste été chercher ça. Ouais, ça existait. Il n'y a pas eu de... Non, à part cet opérateur à noyau et l'étude de cet opérateur à noyau, etc., il n'y a pas eu d'innovation mathématique majeure, si c'est la question. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on peut remercier Isabelle Passeri.